Bonjour à tous et bienvenue dans cette watchlist du mois de mars qui apparaît fin avril parce que j'ai eu quelques petits imprévus, notamment capillaires, et aussi parce que j'ai eu un petit peu la flemme, on va se l'avouer. Comment vous dire, il y a eu Justice League qui est sorti, et Justice League, je l'ai regardé 4 fois, et donc, du coup ça m'a pris beaucoup de temps. Du coup j'ai regardé moins de films. Alors moins de films, tout est relatif, par rapport au mois précédent, c'est moins de films. Étant donné qu'on va commencer par un film que j'ai détesté, je pense que je peux me permettre de prendre un petit café histoire de me soulager un petit peu. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas vu beaucoup de films ce mois-ci par rapport au mois précédent, mais ça reste quand même assez conséquent, parce que j'ai regardé 74 films durant tout le mois, dont 25 films de 2021, donc sortis cette année. Et on va commencer directement par les nationalités des films vus. Au niveau des nationalités, encore une majeure partie par les USA, mais par contre on n'est pas à la moitié. J'ai vu 48% de films provenant des États-Unis, dont plein de Aliens par exemple, que j'ai rattrapé, les Die Hard aussi, bref, ça prend un petit pourcentage. La France est plutôt bien représentée avec 15%, et après c'est plutôt du film européen, britannique, allemand, Espagne, et aussi Japon, Chine, parce que Ring, voilà, ça sauve un petit peu. Mais sinon après c'est des petits pourcentages qui ne servent pas à grand chose, mais en tout cas on peut voir que les USA commencent un petit peu à diminuer, ce qui me fait un petit peu plaisir, parce que le cinéma américain, certes, il domine le cinéma mondial, mais il n'y a pas que ça. Au niveau des formats, là, c'est assez hétérogène, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de plateformes, donc 15% sur Canal+, 15% sur Netflix, 8% sur Prime Video. Après, il y a Mubi qui s'est rajouté parce que j'ai 3 mois gratuits de début, donc du coup, j'en profite bien. Donc avec 9%. La SVOD domine ce mois-ci. Il y a même YouTube, parce que j'ai regardé quelques films sur YouTube grâce à Arte Cinéma. Au niveau des langues, je pense que ça ne va pas vous surprendre, la VF reste majoritaire, mais on peut notifier de la VO-STFR qui prend un petit peu le dessus sur la VO tout court, ce qui est plutôt pas mal. Bref, on a fini avec la partie statistique, maintenant on va passer à la partie films vus, chroniqués, et des fois désespérés. On va maintenant passer avec les différences avec le site Sens Critique, c'est-à-dire les films que j'ai majoritairement notés en dessus ou en dessous de la note moyenne. Et on va commencer avec le film que j'ai le plus détesté de ce mois-ci. Attention, je ne vais pas me faire des copains, mais de toute façon vous en doutez, je pense, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, je n'aime pas Jean-Luc Godard, et ce mois-ci j'ai découvert le livre d'images qui était disponible gratuitement sur Arte, je ne sais plus s'il est encore disponible ou pas, n'hésitez pas à aller voir, si vous voulez vous faire un avis vous-même. J'ai noté 5,6 en dessous de la moyenne Sens Critique, c'est-à-dire je l'ai noté 1. Je trouve que c'est pas du cinéma, c'était un calvaire à regarder, il n'y a rien qui va. Alors je sais qu'il y a d'autres personnes qui trouvent ça fantastique, parce que je suis sur un Discord où il y a eu de la Discord, justement, il y a des gens qui ont trouvé ça horrible et il y a des gens qui ont trouvé ça fantastique. J'essaye de comprendre ces gens-là, je ne vous en veux pas, j'essaye juste de vous comprendre. Mais le problème, c'est que je pense que j'ai tellement un rejet avec Jean-Luc Godard que même si j'essaye de comprendre, je ne vous comprendrai jamais. Et c'est, je pense, une de mes faiblesses, c'est-à-dire que quand je hais quelqu'un ou que je hais une œuvre d'art, j'ai beau essayer d'être le plus courtois et d'essayer de comprendre, intellectuellement, je n'y arriverai jamais. Et je pense que c'est le cas avec le livre d'images, c'est-à-dire que c'est un long périple d'1h20, 1h30, qui ne s'arrête jamais, qui ne raconte pas grand-chose, et qui, au mieux, essaye de t'énerver, toi, en tant que cinéphile. C'est-à-dire qu'il va briser constamment les codes, comme il faisait à l'époque, c'est-à-dire des fois commencer une phrase, mettre un extrait d'une vidéo par au-dessus pendant qu'il parle, et de continuer son raisonnement après, ce qui coupe toute envie de s'intéresser au projet parce qu'on ne comprend pas ce qu'il dit, on ne comprend pas ce qu'il veut raconter. À un moment, il va te mettre un JPEG de bécassine pendant des images de guerre, et je n'ai toujours pas compris pourquoi il nous fout cette putain de bécassine dans ce film. Sincèrement, ça m'a traumatisé. Après, voilà, si le but de son film, c'est de mettre des images de film ou des images d'archives hyper saturées, dégueulasses, au ralenti, avec des fois des bugs d'écran où l'image va s'arrêter une seconde et se remettre après, ou des fois on va avoir une coupure au noir et revenir, et les coupures au noir j'en ai ras le cul parce qu'ils foutent ça tous les 30 secondes. Bref, c'est pour moi un truc
indigeste, qui n'a formellement et intellectuellement pas grand sens. Enfin bref, ça a été un calvaire qui m'a fait passer après des bons moments à rigoler sur Discord. Donc au moins, il a réussi à me divertir l'après-film. Mais le devant-film, c'était très, très, très compliqué. Après, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé le film dans les commentaires et qu'on en discute. Après, sachez que je suis borné sur ma décision. Mais en tout cas, je vous en voudrais pas et je vous parlerai pas mal parce qu'on a des divergences cinématographiques. C'est normal, c'est le cinéma. Et c'est surtout Jean-Luc Godard, quoi. On en a fini sur la note négative. Maintenant, on va pouvoir passer sur les différences avec Sens Critique. Mais ma note que j'ai le plus notée, c'était Alien Résurrection. Je sais pas si c'est étonnant pour vous ou pas. Et je dois avouer que j'ai mis 2,7 de plus que la moyenne Sens Critique. Je peux pas dire, mais il me semble que j'ai mis 9, moi. Donc, après, vous faites votre calcul. Alien Résurrection que j'ai revu récemment dans ce marathon Alien. Donc, voilà, dans ce beau steelbook Blu-ray. Et qui est un film que j'avais beaucoup aimé la première fois, mais pas autant que mon revisionnage. C'est-à-dire que de base, mon Alien préféré, c'est le Alien de Fincher, mais pas pour la qualité intrinsèque du film, parce qu'il y a plein de défauts, notamment l'effet spéciaux en CGI de Alien dans les dernières 45 minutes. Mais plus pour le fait que David Fincher a réussi à faire un bon film, un film correct, malgré tout ce qui s'est passé sur le tournage. Et moi, je trouve ça hyper respectable, et du coup, ça a augmenté mon appréciation de Alien 3 au niveau 100 fois 100 000, parce que j'ai de la compassion, et la compassion me donne envie d'aimer le film. Enfin bref, c'est un peu plus compliqué que ça. Alien 3 est toujours un de mes préférés, c'est même devenu mon deuxième, mais Alien Résurrection est devenu mon préféré parce que je trouve que la patte Jean-Pierre Jeunet dans l'univers Alien peut déplaire, mais personnellement, je trouve que cet actionneur testostéroné à la mode années 80-90, avec les gros muscles, les grosses mitrailleuses, machin, fonctionne parfaitement. Certes, ça crée plein d'incohérences, hein, on va être d'accord, mais toute cette symbolique testostéronée, divertissement, machin, bah, personnellement, ça me tente plus que juste une caméra qui vogue dans les couloirs dans le premier Alien. Je critique pas ça, hein, j'aime bien le premier Alien, c'est juste que, bah, c'est vrai que pour conclure une quadrilogie qui a été dans tous les genres et dans tous les thèmes, et bah, Alien 4, pour moi, conclut mieux la quadrilogie que Alien l'a débuté. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Bref, redonnez une chance à Alien Résurrection si vous l'avez pas apprécié. Moi, je trouve que graphiquement, avec la machinerie qu'il y a derrière, machin, je trouve que c'est vraiment très ingénieux par moments, mais très divertissant par d'autres. Et voilà, redonnez une chance et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé aussi d'Alien Résurrection, ça m'intéresse, parce que je sais que c'est un film qui divise beaucoup. Le meilleur film de 2021 pour moi que j'ai découvert ce mois-ci, et bah c'est pas vraiment un ex-aequo, c'est juste que j'ai déjà parlé que j'ai vu Snyder Cut, parce qu'il y a Snyder Cut qui est sorti. Je vais vous en toucher 2 mots très rapidement, parce que je pense que si je l'ai revu 4 fois, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que je trouve vraiment que c'est un des meilleurs films de super-héros qui a été fait de l'histoire du cinéma, tant les personnages ont réussi à être construits, tant c'est un périple, une aventure qui ne s'arrête que très peu, parce qu'il souhaite être généreux. Voilà, c'est vraiment le mot qui peut décrire cette Snyder Cut, c'est que c'est un film qui veut être généreux, et qu'il l'est, qui nous offre beaucoup de choses. Il y a beaucoup qui ont critiqué le 4 tiers. Moi, en ayant fait des comparaisons avec VLC, hein, et bah, quand tu passes du 4 tiers au 16 neuvième, tu perds un large champ de vision, et tout le champ de vision que tu as dans le 4 tiers, bah, il t'éclate à la gueule. C'est un film qui se savoure, c'est un film qui nous prend aux tripes et auquel on s'attache. Donc oui, c'est une ode super-héroïque au cinéma, et c'est con qu'on l'ait pas eu sur grand écran. Après, j'ai réussi à en profiter comme il fallait grâce à l'engin qui est juste derrière moi là-bas. Et ça peut convenir à tout le monde, parce que je l'ai montré à mes parents qui sont pas non plus attachés de ouf à l'univers d'ici, bah ils ont passé 4 heures de fou. C'est limite si on n'en redemande pas après. Et on en redemande, c'est ça le truc. Donc Restore the Snyderverse et regardez Justice League Snyder Cut encore et encore, parce que c'est 4 heures qu'on ne voit pas passer, quoi. Sinon, le vrai meilleur film de 2021, autre Snyder Cut, parce qu'il faut quand même que je parle de choses qui peuvent intéresser et dont vous avez peut-être pas entendu parler, c'est ce petit La Voix humaine de Pedro Almodovar, qui est un court-métrage de 30 minutes, avec Tilda Swinton qui fait des monologues et qui joue tout seul presque.
C'est une adaptation de la pièce de théâtre de Jean Cocteau par Almodovar. C'est beaucoup plus onirique et beaucoup plus déjanté que la pièce de théâtre, j'ai l'impression, en ayant vu après quelques extraits. C'est 30 minutes de pur bonheur, où Tilda Swinton joue à la perfection comme d'habitude, et où elle s'exprime. Et elle a un dialecte qui, moi, à chaque fois, m'emballe. C'est vrai que ça va pas être une œuvre pour tout le monde, hein, mais c'est un huis clos de toute beauté, magnifiquement orchestré par un Pedro Almodovar qui est inspiré et que tu sens qu'il a envie de faire du cinéma et que cette période lui pète les couilles. C'est fantastique. Il est dispo en VOD ou en achat en DVD. Il me semble que le prix de vente de la VOD est similaire au prix de vente du DVD, ou du moins à 2-3 € en moins. Donc privilégiez le DVD, même si il présente pas grand chose, hein. Il y a le court métrage de 30 minutes et une sorte de conversation Zoom de 45 minutes avec Almodovar et Tilda Swinton. C'est un peu pauvre, hein. J'aurais peut-être rajouté d'autres petites choses comme des petits courts métrages de Almodovar qu'il avait fait à l'époque ou un truc du genre. Et il y a une bonne place pour l'instant dans mon top de fin d'année, donc voilà, allez-y. Le meilleur film découvert cette fois-ci, c'est Photo Obsession avec Robin Williams de Marc Romanek. Photo Obsession, c'est un film que j'en avais beaucoup entendu parler, notamment avec le vlog de Durandal qui m'avait conseillé, qui nous avait conseillé le film, parce que c'était un rôle qui changeait un peu dans la carrière de Robin Williams. Je dois avouer que j'ai pas non plus un grand sentiment d'attachement à Robin Williams. C'est quelqu'un qui a fait une majeure partie de mon enfance, mais c'est pas un acteur auquel je me suis attaché comme je peux être attaché à Tom Hanks par exemple. Et depuis que j'ai vu ce thriller qui suit un homme seul, et c'est un thriller qui en plus d'être une enquête policière et en plus d'être un truc un peu malaisant, un peu à la Esprit criminel, hein, il joue vraiment un personnage à la Esprit criminel, c'est-à-dire un personnage torturé qui, dans les premières saisons en tout cas, un personnage torturé qui est forcément très manichéen dans le côté obscur, mais qui, dû à des bonnes raisons, arrive à justifier un peu ses actes. Et voilà, c'est toute une œuvre qui, en plus d'être une enquête policière machin, est un film sur la solitude et sur le fait que c'est difficile de trouver des gens à aimer. Et du coup, c'est une œuvre qui, en plus d'être assez malaisante, arrive à nous ressortir quelques émotions qui, dans cette situation où on est tous un peu séparés à cause du Covid, ça nous touche. Donc c'est un film, je pense, à regarder dans cette période un peu morose où on voit très peu de personnes et où on peut se sentir des fois un peu seul dans sa chambre. C'est un film qui va être assez intéressant à regarder parce que d'un côté ça va être étrange et assez malsain, et d'un autre ça va être très touchant et assez triste. Bref, Photo Obsession, j'ai pour moi le meilleur rôle de la carrière de Robin Williams. Il y a des scènes très virtuoses et une photographie à couper le souffle. Enfin bref, c'est un film pour moi qui est très sous-estimé, ou du moins très peu vu, et dont on parle pas beaucoup. Mais Photo Obsession, regardez-le, c'est pour moi le meilleur film que j'ai découvert ce mois-ci. Et pourtant, je m'attendais pas à grand-chose, hein, je dois bien l'avouer. Voilà. Pour ce qui est du meilleur film redécouvert, voilà un petit instant promo, c'est Ring de Hideo Nakata que j'ai revu pour le plaisir de base. Sauf qu'en ayant revu Ring, je me suis dit de base, bon j'ai jamais vu les suites, je vais regarder les suites. Et c'est tout ce revisionnage de toute la saga Ring qui m'a donné envie de faire la vidéo qui est sortie il y a quelques semaines, et auquel je vous invite à regarder ce que j'ai fait, parce que j'ai voulu tenter une nouvelle ambiance, une sorte de nouvelle vidéo où j'essaye d'être vraiment théorique et de vraiment parler de ce que j'ai apprécié dans l'œuvre, tout en étant beaucoup dans l'analyse, notamment sur la culture de Ring, au travers du monde du cinéma américain, etc., mais aussi du cinéma japonais, enfin bref. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller voir, et d'ailleurs je tiens à remercier Az l'Épouvantail qui a laissé un gros pavé sous cette vidéo en disant que c'était super, en rajoutant quelques petits détails que j'ai oubliés, parce que de base je suis très novice sur le J-Horror et j'ai fait toutes ces recherches pour la vidéo, et qui a partagé la vidéo machin, donc merci Az, ça fait très plaisir, et plaisir de te revoir bientôt. Et surtout, c'est un revisionnage qui m'a un peu ouvert les yeux sur Ring. J'ai aussi revu d'autres films du J-Horror pour m'en faire une idée, et j'en parle aussi dans la vidéo, donc comme Ghost Actress, comme Carol. Après, Ju-On, je l'avais déjà vu plusieurs fois auparavant, enfin bref, c'est devenu vraiment un genre de cinéma que j'aime beaucoup et qui m'intéresse beaucoup. Donc si vous avez des films du J-Horror à me conseiller
bah, n'hésitez pas à me les foutre dans les commentaires parce que c'est assez compliqué à trouver. Hein. Il y a certains films qu'il faut bien chercher sur le net pour les retrouver. Voilà, s'il y a Shadows qui passe par là, n'hésitez pas à foutre du J-Horror sur Shadows, ça serait cool. Le pire film de 2021, je vais pas m'attarder longtemps parce que au final, j'ai juste mis pour remplir la case, mais sinon, il n'y a pas vraiment de pire film. Pas vraiment de films qui m'ont vraiment déplu. Mais sinon, j'ai vu Je te veux moi non plus, le film d'Inès Reg sur Amazon Prime. Il n'y a pas d'histoire, hein, c'est Inès Reg et Kevin, son pote, et quelques petites cruches qui partent en vacances dans le sud, dans le sud-ouest, un truc du genre. Et ils partent en vacances, et c'est filmé. Il y a des blagues qui marchent pas, il y a des blagues qui marchent. Mais au final, est-ce que c'est un film? Pour moi, ça n'en est pas un. Mais voilà, elle aurait fait ça sur YouTube, pour moi ça aurait été la même chose. Ça n'a rien à foutre dans une salle de cinéma, donc je suis bien content que c'est sorti sur Prime Video, et dans 6 mois tout le monde l'aura oublié, quoi. Même moins que ça, mais ouais, faut arrêter de donner le libre arbitre à des gens qui de base se filment avec un smartphone au format portrait, quoi. Voilà. Super. Le pire film que j'ai découvert, par contre, ça peut être intéressant, c'est La Boum, que je n'avais jamais vu. J'ai toujours eu une sorte de rejet avec La Boum. C'est-à-dire que tous les vieux disent « Ah, La Boum, c'était génial à l'époque au cinéma ». Et moi, j'ai un petit peu du mal avec les succès populaires, donc du coup, je me suis limité à le voir. Sauf qu'à un moment, je me faisais chier et je me suis dit « Bon, je vais me balader sur Prime Video ». J'ai vu La Boum, j'ai fait « Bon, on va peut-être se taper le 1 et après le 2 ». Finalement, le 2, je l'ai pas vu parce que le 1, il m'a dégoûté. La musique culte. Alors, au lieu de parler du film, je vais parler vraiment de ce problème-là. Il y a la musique culte de La Boum. Alors, je me suis demandé pourquoi elle était culte. Et moi, j'avais la scène, justement, où il y a le casque, qu'elle met en soirée, et qu'elle écoute la musique différente, et que c'est cette musique-là dans le cast. Un peu, c'est la scène qui est reprise, en plus, dans IT 85. Non, la musique est culte, parce que dans 1h30, 1h40 de film, elle apparaît toutes les 3 minutes. Et c'est épuisant. Ça ralentit le rythme du film parce que t'as toujours l'impression d'être la même chose. Sauf qu'il y a la façon Wong Kar-wai et à la façon je sais pas quoi foutre. Alors du coup j'ai acheté les droits d'une musique et je vais la mettre tout le temps. Ça te reste tellement dans le crâne que tu te sens obligé d'en parler à d'autres qui vont aller voir le film et que ça fait un succès populaire. Enfin voilà. Bref, pour terminer cette vidéo, les 3 conseils, je vais aller très rapidement, c'est plus des conseils en mode regardez ça. Premier conseil, c'est La Nuit du Chasseur de Charles Langdon. La Nuit du Chasseur que j'ai revu ce mois-ci et qui m'a sauté aux yeux parce que c'est vrai que je commence de plus en plus je le revois, plus je l'adore. Là, c'est vraiment devenu pour moi un petit chef-d'œuvre du cinéma. Parce que je l'ai acheté en DVD dans une offre Fnac et je trouve déjà la remasterisation, rien qu'en DVD, hein, ça veut dire si je compte acheter le Blu-ray parce que ça doit être magnifique, rien qu'en DVD j'ai eu l'impression que le film avait 20 ans à peine. C'est un film qui est très particulier mais qui dans son imagerie provenant presque du conte arrive à être sublimé parce que c'est un scénario de base très simple. Mais c'est vrai que pour un film de 1955, le film a de la gueule. Le film transpire la pellicule, ça transpire l'imagerie. Il y a des jeux d'ombre absolument formidables dans ce film. C'est vraiment un des classiques à voir de cette période-là parce que c'est un film qui ne vieillit pas. Et qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait du bien. Et la performance aussi de Robert Mitchum, qui est... Bref. Et si jamais vous n'êtes pas fan de la VO, la VF est très bien aussi. Donc vous pouvez regarder le film en VF, ça ne pose aucun souci. Parce que la VF est nickel chrome. Deuxième film que je vous conseille, c'est Sailor et Lula de David Lynch. Je pense que si vous êtes fan de David Lynch, vous l'avez déjà vu. Mais c'est un film pour les novices, même de David Lynch, qui ont vu Mulholland Drive, machin. C'est un film qui est passé un petit peu inaperçu dans la filmo de David Lynch. En tout cas, c'est pas le premier que les gens conseillent. Et pourtant, c'est, je pense, mon préféré du réalisateur après Elephant Man. Donc, Sailor et Lula, c'est l'histoire de Nicolas Cage et Laura Dern qui font une sorte de road trip à la Thelma et Louise, sauf que c'est David Lynch qui passe derrière la caméra et qui fout un petit peu le bordel. Bref, c'est un film à regarder, je pense, avec sa meuf, parce que c'est un film qui, de par toute la virtuosité de David Lynch derrière la caméra, et notamment toutes les compétences qu'il a acquises
à filmer, des duos et des acteurs très compétents, arrive à rajouter un érotisme derrière ce film sans vraiment montrer une goutte de sexe, qui est assez débordant. Et du coup, je pense que si vous regardez ça à côté de votre copine, bah, je pense que ça peut partir en live pendant le film. Mais sinon, c'est un film qui, indépendamment de ça, transpire l'envie de proposer quelque chose de nouveau. Et on a un panthéon d'acteurs absolument iconiques dedans. C'est Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe, Crispin Glover. Vous allez voir que des gueules que vous connaissez dedans. Des fois, pas de la façon dont vous l'attendez. Willem Dafoe, pour moi, c'est un de ses meilleurs rôles au cinéma parce que il est méconnaissable et en même temps... Ah, il fait peur, hein, il fait peur. On se rappelle de cette scène de semi-viol avec Laura Dern, c'est... Bref, je vous en dis pas plus. Regardez Sailor Love, vous allez passer un agréable moment et c'est vraiment, je pense, un des meilleurs films de la filmo de David Lynch, si ce n'est qu'il a fait certainement que des putains de films. Voilà. Et pour terminer, je vais vous parler vite fait de Mission Paradis qui m'a été envoyé par Mensch Agency pour justement que j'en parle pour la sortie. C'est un film qui n'a pas encore de date de cinéma et qui va sortir au cinéma quand ça va réouvrir. C'est un film que... Ah merde, j'ai oublié de prendre... C'est bon. Alors normalement, j'atteins... Mission Paradis, c'est un remake américain du film Hasta la Vista. Donc si vous n'avez jamais vu Hasta la Vista, et ben regardez-le, je pense... après Mission Paradis machin, parce que c'est deux films qui sont très similaires étant donné que c'est un remake. Mission Paradis est plus dans la culture américaine, cela dit, donc par rapport à ça c'est intéressant de comparer les deux films par rapport à leur nationalité et notamment par rapport aussi à la culture des deux continents, des deux régions. Après c'est vrai que si Hasta la Vista est un bon film, et ben Mission Paradis est un bon film aussi, parce que c'est vrai que même si ça ne reprend pas plan par plan cette histoire vraie, bah ça reste une histoire vraie, donc du coup difficile de contourner certains passages, machin, donc l'histoire en elle-même est la même, les deux films sont tous les deux très bons, donc soit vous privilégiez la version américaine qui va sortir au cinéma d'ici quelques semaines, soit vous revoyez Hasta la Vista, mais dans tous les cas vous allez voir un bon film. Si je dois vous en conseiller un des deux, Hasta la Vista reste pour moi un petit peu plus meilleur que Mission Paradis. C'était pas français, mais en tout cas, le conseil est là. Vous le prenez, vous le promenez pas, c'est votre souci. Mais en tout cas, je tiens à remercier Mensch aussi, toujours là, pour me proposer des films à voir et pour me faire passer des bons moments. Merci à vous. Bref, c'est la fin de cette watchlist. Elle a duré déjà trop longtemps pour ce que j'avais à dire et pour ce que je voulais en faire. On se retrouve très prochainement, du coup, étant donné que j'ai eu un gros retard pour le mois d'avril, pour la watchlist du mois d'avril. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur The Ring, et aussi j'ai fait une nouvelle playlist sur la chaîne où j'apparais chez des copains. Donc j'ai fait des lives chez Valentin Bréoré, les Chroniques du Cinéphile, et je fais aussi des lives, j'interviens en ce moment beaucoup sur la chaîne de Megamax parce que j'ai que ça à faire, et parce que c'est un très bon ami. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu les lives où je suis passé, on parle un peu de tout, notamment de Scorsese, machin. Et j'essaye un peu de me donner mon avis divergent sur certaines choses, ce qui a tendance à beaucoup faire rager certains chroniqueurs. Enfin bref. Passez une bonne journée, passez une bonne fin de mois, passez une bonne semaine, et j'espère que tout va bien chez vous. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. Ciao.